Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast de l'hypnose. Je suis Linda Oultaïeb, donc de l'École centrale d'hypnose. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'installation du thérapeute. Pour m'accompagner dans ce sujet, je suis avec Roméo Cournal. Salut Roméo. Salut Linda, bonjour à tous. Bon voilà, Roméo, et donc je te laisse te présenter, c'est encore mieux. Alors, je suis coach de vie, je suis formateur spécialisé en neurosciences appliquées et je suis également moi-même praticien en thérapie brève. Voilà, les présentations sont faites. Première question, Roméo. Pourquoi des thérapeutes compétents n'arrivent pas à vivre de leur métier? Alors, ce qui fait que des thérapeutes compétents n'arrivent pas à vivre de leur métier, la première des choses, c'est qu'ils ne sont pas formés à ça, déjà à la base. L'essentiel des formations peuvent être d'excellentes formations techniquement, donc on peut avoir les savoir-faire, les savoir-être et les savoirs pour être un excellent hypnothérapeute, pour être un excellent thérapeute dans d'autres disciplines. Bien sûr. Mais très souvent, d'ailleurs c'est rare, pour tout te dire, je n'en connais pas, dans les écoles, il n'y a pas effectivement des formations qui vont sensibiliser justement le thérapeute à la posture entrepreneuriale. L'idée, c'est que très souvent, les personnes qui sont des thérapeutes ont un passé de salarié Tout à avant fait. Oui. et sont en reconversion. Et même pour les personnes dont ce serait le premier métier, en fait, elles n'ont pas appréhendé l'aspect entrepreneurial des choses. Donc, lorsqu'on a, par exemple, été pendant 20 ans salarié, il faut se dire que le système nerveux, c'est une machine d'habitude. Donc, on a l'habitude, ne serait-ce que d'être, en étant salarié, de recevoir des revenus une fois dans le mois. Oui. Mais ce qu'il faut également se dire, c'est qu'on a également l'habitude de ne pas être entrepreneur. Oui. L'idée, c'est ça. On a l'habitude de faire, mais on a aussi les habitudes de ne pas faire qui vont avec. Et modifier une habitude, ça ne se fait pas par hasard, ça ne se fait pas par accident. On ne passe pas de la posture salariale à la posture entrepreneuriale sur un malentendu. Ça aurait été trop beau. Oui. Oui. Dis-moi, quels sont les freins, les freins que peuvent trouver comme ça les thérapeutes, justement, qui empêchent de s'éclater et de s'amuser, prospérer. de prospérer aussi. Alors, les freins sont multiples. Il y a des freins en interne et des freins en externe. Très souvent, les personnes ont tendance à se focaliser sur les freins en externe, c'est-à-dire la formation. Alors, effectivement, il existe des formations en entrepreneuriat, il y a des formations en marketing, des formations en personal branding, etc. Mais encore une fois, le fait de savoir faire quelque chose ne signifie pas qu'on va le faire. Parce qu'on a tous un cerveau et qu'on fait tout ce qu'on fait, tous les actes qu'on pose, en fait, sont régis par notre cerveau, notre système nerveux central, tous les comportements que l'on pose. Or, il se trouve qu'un cerveau, un système nerveux, ne fait que ce qu'il se sent autorisé à faire, ce qu'il se sent légitime à faire. Donc, j'aurais beau savoir faire de l'argent, j'aurais beau savoir faire de la publicité, j'aurais beau savoir me vendre, faire des formations en closing, tout ce que tu veux. Mais si à l'intérieur, dans mon système de croyance, dans mon inconscient, il y a des freins justement à recevoir l'argent, à se positionner socialement, à se positionner professionnellement, en tant que professionnel reconnu et prospère dans mon domaine, bien en fait, ça ne se fera pas. L'essentiel des écueils, en fait, sont des écueils internes qui sont des réminiscences donc, de l'éducation. L'éducation étant neurologiquement un trauma de type 2, des réminiscences également de faits spécifiques, donc des traumas de type 1. Et puis, il y a également, on n'en tient pas assez compte, je trouve, l'inconscient collectif. Oui. On vit dans un pays, on vit dans une famille, on vit dans une ville, on vit dans un quartier, parce que ça aussi, ça compte. Être né, j'ai envie de dire, dans le 16e arrondissement, et être né à Aubervilliers ne nous prédispose pas au même rapport à l'argent. Oui. D'accord ? Complètement. Être né en France, être né aux États-Unis ne nous Rien à voir. prédispose Oui. pas Je suis d'accord. au même rapport à l'argent. Être plutôt chrétien, catholique, latin d'origine ne nous prédispose pas au même rapport à l'argent que si on est, par exemple, d'obédience protestante, par exemple. Parce que les représentations inconscientes de l'argent ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ne pas tenir en compte, faire l'économie en fait, de cette transformation de fond lorsqu'on est thérapeute, surtout si on ne l'a pas été
avant, si c'est pas le premier métier de notre sphère professionnelle, faire l'économie de ça, en fait, c'est s'exposer effectivement à échouer, tout simplement, et s'exposer en plus à impacter tous ces domaines de vie. Parce que très souvent, imagine que tu sois cadre supérieur ou même employé de magasin, malgré tout, tu as une certaine sécurité, tu sais que régulièrement tu reçois un emploi, et puis finalement, tu te dis que tu vas changer de boulot. Si tu changes de boulot, généralement les personnes qui changent de boulot, en fait, le font sur épuisement professionnel, suite à burn-out. Donc, il y a déjà cette période, en fait, à traverser. Et du coup, derrière, même étant revenu, en fait, de ce burn-out, il y a une autre modification profonde de sa personnalité à faire pour pouvoir prospérer dans son métier de thérapeute. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que notre réalité personnelle est la production et la manifestation de notre personnalité. Notre personnalité, c'est notre façon de penser, notre façon de ressentir et nos façons d'agir. Je n'ai pas dit ce qu'on fait, je n'ai pas dit ce qu'on ressent, je n'ai pas dit ce qu'on pense. J'ai dit notre façon de penser, notre façon de ressentir et notre façon de réagir. Et du coup, si j'ai une personnalité de salarié, je ne peux pas devenir un thérapeute indépendant et encore moins un thérapeute, j'ai envie de dire, business. Si je me réfère en fait aux enseignements de Robert Kiyosaki, il y a 4 façons. Je pense à lui justement, j'allais t'en parler de ce livre. Justement, alors c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Je veux dire, il y a 4 façons de recevoir des revenus. Le salariat, la posture indépendante, le business model qui n'est pas en fait la posture indépendante. Beaucoup de personnes pensent que le fait qu'elles soient des indépendants font d'eux des entrepreneurs. Ce n'est pas le cas. Et puis, la 4e posture, c'est la posture d'investisseur. Donc, passer de salarié à travailleur indépendant, c'est déjà quelque chose de compliqué. Mais passer de travailleur indépendant à entrepreneur, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est encore un autre souci. Et du coup, occulter finalement l'intelligence financière qui va avec, c'est 80% justement de gestion émotionnelle. En fait, l'intelligence financière, il faut savoir, ce ne sont que 20% de techniques comptables, financières et commerciales. C'est à la portée de tout le monde. C'est vraiment les enfants comprennent d'ailleurs ça très très bien. Mais le gros du travail à faire, c'est une modification profonde de sa personnalité. Et biologiquement, puisque bon, neurosciences oblige, on va parler biologie. Génial. Neurologiquement, ça signifie changer les structures de son système nerveux, les connexions neuronales. Donc, créer de nouvelles connexions neuronales et en élaguer d'autres. Changer la composition de son système nerveux à travers la neurochimie, donc l'équilibre neurochimique des neurotransmetteurs, des neuropeptides, des hormones et autres. Mais également changer le fonctionnement de son système nerveux, c'est-à-dire les différentes aires du cerveau qui vont intervenir, les séquences finalement qui vont faire intervenir les différentes aires du cerveau pour traiter une information. Et tant qu'on n'a pas fait cette modification de fond, en fait, on est condamné, j'ai envie de dire, à patauger dans la semoule. Et le souci, c'est que souvent, si je reprends l'exemple de la personne qui a été salariée pendant 20 ans, qui est partie sur burn-out ou sur épuisement, et qui se retrouve dans une situation, peut-être même qu'effectivement, elle a réussi à ouvrir son cabinet, mais ça ne rentre pas. Oui. En fait. Il y en a plein dans ce cas-là. Et il y en a énormément. Il y en a énormément. Et ce qui est dommage, c'est que ce sont souvent de très très bons thérapeutes. Oui. Et à la fin, en fait, ils lâchent, ils repartent dans le salariat. Et en fait, c'est ça qui est grave. Le pire, c'est que ça va affecter tous les domaines de vie. Oui. Et même jusqu'à la rupture. J'en ai connu plein personnellement. Dans mes accompagnés, des personnes qui ont perdu leur famille comme ça, leur couple, leur famille, parce que déjà, il faut que l'autre accepte. Tu imagines, tu es marié depuis 20 ans avec quelqu'un qui est salarié et toi-même, tu étais salarié. Tout d'un coup, tu passes dans la posture freelance ou entrepreneuriale. Ça crée forcément des tensions en fait, dans le couple. Donc, si en plus, cette nouvelle posture entrepreneuriale met en péril la surface financière du couple, là, à partir de ce moment-là, il est possible que le couple périclite. Et ce n'est pas rare du tout, c'est même très fréquent. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision holistique profonde et complètement panoramique de la problématique pour justement pouvoir s'installer, non seulement s'installer en tant que thérapeute, parce que s'installer, c'est pas si difficile, mais durer. Ouais, c'est ça. Il s'agit de durer. Ouais. Et du coup, pour toi, quelles sont les qualités requises justement pour avoir
pour s'assurer justement la pérennité dans son business? Alors, la première des qualités techniques, justement, que doit avoir un thérapeute, c'est des qualités qui ont un trait à la communication. D'accord ? C'est-à-dire que je suis un bon thérapeute, c'est bien, mais qui est au courant ? Ah oui. Tout bêtement. Qui est au courant ? Et sur quel sujet est-ce que je vais me positionner ? Donc, la compétence première, c'est le personal branding. Alors, je ne sais pas d'ailleurs comment on dit ça en français, mais bon, le personal branding. Il faut pouvoir se positionner sur un marché. Et c'est l'erreur que font à peu près 99% des thérapeutes, qui sont justement d'excellents thérapeutes et se disent « je peux tout faire ». Oui. Sauf que tout faire, ça veut dire quoi ? Si je suis positionné, même si, alors je ne doute pas qu'il y a des personnes qui soient, c'est d'ailleurs mon cas, je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui soient des experts dans plusieurs domaines. Le problème, c'est que lorsque l'on communique, pour que le consommateur, puisqu'il s'agit bien de ça, il s'agit d'un consommateur, un client, quelqu'un qui va payer un service, donc il va consommer un service. Pour que le consommateur me repère, je dois être en capacité de lui dire que je connais sa problématique, que j'ai les solutions à sa problématique, et que ma solution à sa problématique est meilleure qu'une autre sur le marché. Donc on est vraiment là dans une posture entrepreneuriale. Autrement, imagine, alors il y a un exemple que j'aime énormément parce que ça fait des années que je me pose la question et je me dis c'est quand même curieux que je ne vois sur Internet, sur les annuaires professionnels, aucun coach spécialisé en chagrin d'amour. Si j'ai un chagrin d'amour, je tape coach chagrin d'amour, je vais trouver plein de coachs. Alors certainement que sur le marché, il y a des coachs qui savent le faire. Mais comme ils me disent qu'ils font du deuil, de la séparation, de l'entrepreneuriat, du business, du tabac, de l'investissement, machin, c'est noyé dans le truc. Et je suis en fait très heureux de ça parce que justement, j'ai accompagné récemment un client qui effectivement a complètement compris cette problématique, puisqu'il m'a lui-même dit qu'il est entouré de personnes là-dessus. Et il a tellement niché en fait son marché qu'il accompagne aujourd'hui les hommes en chagrin d'amour. Et sa communication est très claire. Tu es un homme, tu es en chagrin d'amour, là tu vas le trouver. Et en fait, quand cet homme-là te parle, quand ce thérapeute-là te parle, tu sais qu'en fait, il connaît ta problématique. C'est un homme. Il parle aux hommes. Il sait ce que c'est que de ressentir ce qu'on traverse lorsqu'on a un chagrin d'amour. Donc, il est extrêmement spécialisé. Ce qui ne signifie pas, encore une fois, qu'il ne sait pas faire autre chose. Okay, mais comme bien. Il est très clair dans sa communication, du coup, sa valeur perçue sur le marché est très élevée. Et du coup, il peut d'ailleurs proposer des tarifs qui sont même supérieurs à la moyenne du marché, parce qu'il est perçu comme étant un expert de ce domaine-là. Et soyons clairs, quelle que soit la problématique que toi et moi on peut avoir et que tous les auditeurs peuvent avoir, on est forcément plus rassuré lorsqu'on est accompagné par un expert, par un spécialiste de la chose. Si je suis en deuil et que je veux traverser un deuil, je vais aller voir un thérapeute spécialisé en deuil. Il sera forcément meilleur que le thérapeute généraliste. Forcément. Ce qui ne signifie pas, encore une fois, que le généraliste ne sera pas bon, mais l'expert sera forcément meilleur, ne serait-ce que par le temps qu'il passe finalement à traiter la même chose, le même sujet. Ouais. Donc la première des choses a trait au personal branding. Et puis la seconde des choses, en termes de compétences techniques, ce sera des choses un peu plus marketing et commerciales. Donc se positionner, donc définir un prix ou des prix, une assiette, je veux dire, une grille de prix, une grille de tarifs, oui. Une grille également de services. Tous les thérapeutes sont également censés avoir des compétences pédagogiques. Parce que malgré tout, parce que en fait, développe. Alors, je développe. Si je suis un client lambda, je n'y connais pas grand-chose à la science, je n'y connais pas grand-chose au développement personnel, au neuro-émotionnel, encore moins les neurosciences, tout ça, j'y connais pas. J'y connais rien. Je suis dans une situation particulière, je n'arrive pas à avoir d'enfants. J'ai un problème, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Médicalement, tout va bien, mais je me rends bien compte que c'est dans la tête que ça se passe. Émotionnellement, je n'y arrive pas.
Comme justement, je suis allé voir un médecin et le médecin a fait toute sa batterie de tests et me dit, la machine fonctionne, je vais aller voir quelqu'un qui va devoir m'enseigner, parce que je ne suis pas forcément au courant, que dans mon cerveau, il se passe des choses qui empêchent à la machine de produire le résultat. Donc, pour que les personnes entrent plus facilement dans leur démarche thérapeutique, il est indispensable qu'elles comprennent. Parce qu'en 2022, en plein début du 3e millénaire, il ne suffit pas pour la plupart d'entre nous, simplement qu'on nous dise voilà quoi faire. Il faut qu'on nous dise pourquoi et comment. Et quand effectivement la démarche thérapeutique fait sens, même si je ne la comprends pas, même si je ne m'y connais pas en physique quantique, en neurosciences ou quoi que ce soit, comme mon thérapeute m'a vulgarisé le message et qu'il a été un très bon pédagogue, j'ai compris en fait ce qui m'arrive et j'ai compris ce que je dois faire, j'ai compris pourquoi il me propose une démarche thérapeutique et comme je l'ai compris et que ça fait sens pour moi, il y a beaucoup plus de chances pour moi pour que je m'intègre dans cette démarche thérapeutique et plus je m'y serai intégré, plus vite finalement j'aurai les résultats. Donc personal branding, marketing et communication et pédagogie. Super. Et pour toi, est-ce que c'est important qu'un thérapeute, justement, s'expose, je ne sais pas, moi, par exemple, sur les réseaux, devant les caméras, dans toutes ces choses-là, prise de parole en public, faire des confs. Est-ce que c'est important ou alors il n'y a pas besoin Alors, là-dessus, je vais te donner 2 éléments. Le premier, c'est que je ne suis pas persuadé qu'on puisse, dans une société qui est dite de la communication, je ne suis pas persuadé qu'on puisse se cacher et prospérer. Cependant, même si je sais qu'il y a effectivement des praticiens, et j'en connais, qui ont peut-être une page Facebook, il y en a même j'en connais même qui n'en ont pas, qui n'ont pas de site, etc., et qui pourtant ont des agendas, des listes d'attente sur 6 mois, jusqu'à 18 mois pour certains. Je ne vais pas en nommer, mais je crois que tu en connais toi aussi. Oui, je pensais à cette personne-là, justement. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que, en fait, si effectivement on a un bouche à oreille qui fonctionne, de fait, on a la tête qui dépasse. On n'est plus... Quand on a une liste d'attente de 6 mois ou de 18 mois, on n'est plus une personne lambda. À un moment ou à un autre, on sera reconnu dans la rue. À un moment ou à un autre, notre réputation va nous précéder. Donc, il y aura une surexposition qui sera ou sociale ou médiatique à un moment ou à un autre. D'accord ? Maintenant, j'ai autre, même si c'est peut-être un cas un peu marginal. Maintenant, le plus important dans l'histoire, c'est qu'il est fondamental que les personnes qui vont me donner tous les arguments qu'il faut pour me dire « ouais, bon, les réseaux sociaux, j'ai pas envie de faire ça », et puis les gens, je ne suis pas un influenceur, je ne suis pas un youtubeur, je ne suis pas une instagrammeuse, machin, d'accord, très bien. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de s'assurer de ne pas fuir l'exposition. Ok. C'est-à-dire que je peux choisir de ne pas m'exposer. Sauf que pour choisir, je dois m'autoriser toutes les alternatives. Donc, si je ne m'expose pas parce que, même inconsciemment, j'ai peur, j'ai une peur quelconque, la glossophobie est la peur la plus répandue dans le monde après la peur de la mort. Ça veut bien dire que ça vaut le coup, en tout cas, d'investiguer. Donc l'idée, c'est, je crois qu'effectivement, il est plus facile aujourd'hui de maîtriser les canaux de communication, les réseaux sociaux, de maîtriser la presse, y compris la presse écrite, les magazines, etc. Il est important en fait de maîtriser ça, de savoir comment est-ce qu'on va négocier une parution dans un magazine spécialisé, parce que ça fonctionne très très bien, les magazines spécialisés. Dans les médias peut-être un peu mainstream et sur les réseaux, comment on appelle ça, l'écosystème digital classique, Facebook, YouTube, etc. Instagram et tout. Instagram, etc. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement important. C'est un catalyseur tellement, mais c'est tellement plus simple quand effectivement on maîtrise ces outils-là que c'est dommage de s'en priver. Mais en plus, encore une fois, il est fondamental de vérifier qu'on n'en a pas peur. Et ça change tout. Parce qu'encore une fois, si je choisis, je ne peux pas choisir de ne pas m'exposer si en réalité j'ai un ressenti désagréable sur le fait de m'exposer. Et ça, c'est fondamental. Très bien.
Dis-moi, j'ai entendu la dernière fois que tu avais fait une conférence, ton webinaire en ligne, Mhm. tu parlais de thermostat financier. Mhm. Alors, ça m'a beaucoup parlé sur mon cas personnel. J'ai dit, j'avais pas vu les choses comme ça. Mhm. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus, Mhm. s'il te Mhm. plaît? Le thermostat financier. Qu'est-ce qu'un thermostat financier? Le thermostat financier, en fait, c'est une somme qui est d'ailleurs très précise. Hein. Je confirme. Elle est très précise. Ah, ça te rappelle les choses? Oui. C'est une somme très précise au-delà de laquelle le système nerveux ne peut pas supporter en fait, des revenus supplémentaires. Je donne un exemple très simple. Moi aussi, je suis passé par là. Hein. Je veux dire, pendant presque 20 ans, j'étais infoutu de gagner plus de 1 400 € net par mois. Pendant 20 ans. Et j'ai essayé plein de choses. Hein. J'ai vraiment tout essayé. L'idée, c'est que le thermostat, il s'autorégule. Et je vais volontairement faire une redondance. Il s'autorégule tout seul. Je confirme aussi. C'est à dessein que je fais la redondance. L'idée, c'est que si mon thermostat est à 2000 et que par accident, ça peut arriver, hein, par exemple sur un malentendu, on peut effectivement avoir une prime de 1000. Ouais. Ok, donc ce mois-ci, j'ai une prime de 1000. Donc j'ai gagné 3000. Ce qui va se passer, c'est que automatiquement, sans qu'on ait rien demandé à demander à notre système nerveux, il va s'arranger pour que le mois d'après, en fait, on soit à 1000. Comme ça, on aura équilibré. Oui, c'est ça. Okay. L'idée, c'est que, et ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, on a tous vécu ça. Tu sais, tu reçois une certaine somme d'argent et puis tout d'un coup, la voiture tombe en panne. Oui. Le petit tombe malade. Ou que tu es tout le temps à découvert, comme par hasard. Mais bien évidemment. Et tu as beau te dire, tu es hyper rationnel dans tes dépenses, tu te dis, mais où part cet argent? Mais je ne comprends pas. Et effectivement, la chaudière qui est en panne, le tarif du gaz qui a augmenté, le truc, le machin, le chose. En fait, toute une série de choses que l'on pense exogènes. C'est ça. Mais les causes ne sont pas du tout exogènes, en fait, en vrai. Et c'est ce qui arrive d'ailleurs, c'est ce qui explique que beaucoup de thérapeutes, finalement, quand ils s'installent, ils n'y arrivent pas. Parce que le simple fait de s'installer en tant que thérapeute nous donne potentiellement accès à un niveau de revenu bien supérieur à ce qu'on avait dans le salariat. Oui. Et donc, alors je vais faire une petite parenthèse en physique de l'information ou en physique quantique, je me crée un nouveau futur. Je me crée le futur de quelqu'un qui potentiellement peut gagner 10 000 € par mois, par exemple. Mm-hmm. Le souci, c'est que ça fait 20 ans que j'en gagne 1005. Oui. Ça fait un gros gap pour mon système nerveux. Oui. Et du coup, du simple fait que je me suis positionné sur un nouveau futur, j'ai créé un nouveau futur. En fait, ce nouveau futur va apparaître à mon système aujourd'hui comme étant stressant. Parce qu'en réalité, on a beau dire, on a beau faire, si j'ai encore une fois l'habitude de gagner 1 500 € par mois, j'ai aussi l'habitude de ne pas gagner 10 000 € par mois. Exact. Et ça, effectivement, ça change tout. Et ça se règle en fait dans l'inconscient. Et ça demande un travail profond de déconditionnement. Parce qu'encore une fois, il y a les traces de l'éducation, les traumas passés, l'inconscient collectif dont parle Carl Gustav Jung, et bien évidemment, et ça c'est le cœur de tout, la blessure narcissique. Que diront les miens si je gagne 10 000 € par mois, alors que les miens gagnent 1 500. L'épigénétique, la science qui étudie le rapport entre un système et son environnement, nous dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Alors, d'ailleurs, on peut demander à nos auditeurs de faire l'exercice. Prenez les 5 personnes sur le mois dernier avec qui vous avez passé le plus de temps, mais montre en main, chrono en main, vraiment, sachant que les personnes à qui on pense sont aussi les personnes avec qui on passe du temps. Aussi, oui. Faites la moyenne des revenus de ces personnes et vous allez voir que c'est votre niveau de revenu à vous. C'est une science, c'est quelque chose, il n'y a personne qui échappe à ça. Hein. Personne n'est assez exceptionnel pour échapper à cette loi-là. Donc ça veut dire que si je change de niveau de revenu, surtout de façon aussi drastique, non seulement je change de niveau de revenu, mais je change également de mode de revenu. Parce que là où tous les mois je percevais 1 500 € par mois, mais en une fois, il va s'agir pour moi de gagner finalement 10 000 € par mois, mais c'est-à-dire que tous les jours je vais recevoir de l'argent. Et ça, quand un système nerveux est habitué à ne pas recevoir de l'argent tous les jours, il faut lui apprendre à recevoir de l'argent tous les jours. Et donc l'idée est là. Ce qui fait que pour modifier en fait ce thermostat financier,
on va forcément traverser des inconforts. Parce qu'il y aura la résistance de l'ancien futur et il y aura toutes les émotions contraires, j'ai envie de dire, qui vont s'extérioriser. Oui. Tous nos traumas passés, tous nos conditionnements qui vont s'extérioriser. Et généralement, c'est une période qui est inconfortable, en vrai. Je confirme. Et ça va exiger, à un moment ou à un autre, à un certain niveau, ça va exiger de changer justement d'entre-gens. Il y a des personnes, on ne fréquente pas, on a beau dire, on a beau faire, hein, on ne fréquente pas les mêmes personnes quand on gagne 10 000 euros par mois que quand on gagne 1 500 par mois. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Et le souci, c'est qu'on peut avoir des liens, des personnes à qui on tient. Ça peut être la famille, les enfants, les chéris, etc. Mais l'idée est qu'on sera forcément face à une certaine incompréhension et à une certaine distance à chaque fois qu'on va penser modifier notre thermostat financier. Et ça, il vaut mieux l'accompagner, moi je dis. Je suis complètement d'accord avec toi parce que le problème, enfin en tout cas pour ma part, je me suis même pas rendu compte que que ça pouvait être un problème comme ça. Complètement. Parce que au moment où j'ai un certain revenu, comme par hasard, c'était que des catastrophes après les autres tous les mois. Je me disais mais c'est pas possible, il se passe quoi? Et en fait, effectivement, quand tu avais fait ta conférence la dernière fois, ça m'a fait vraiment tilt et je me suis dit mais effectivement c'est ça. Et c'est là que j'ai fait le lien. En me disant que maintenant que j'ai ça, en fait, en fait, ça se régule. Ça se régule tout seul. Exactement. Ouais, ça se régule tout seul. Régule tout seul. C'est parce que c'est inconscient. Donc, quand c'est inconscient, non seulement on n'en sait rien, mais en plus, on a la preuve du contraire. Donc ça, je veux bien insister auprès des auditeurs là-dessus. Quand on parle d'inconscient, bien évidemment, je ne sais pas. Et si je réfléchis, et si quelqu'un vient vous dire, mais écoute, toi, tu as un thermostat financier à temps, vous avez la preuve qu'effectivement, non, je n'ai pas un thermostat financier à temps. Mais regarde, j'ai augmenté mes revenus. D'accord, mais comme tu l'as vécu toi-même, j'ai augmenté mes revenus, mais tu as aussi augmenté tes dépenses. Ah ben ça partait aussi vite et que ça part tout seul. Donc Parce que galère de chaudière, galère de peinture, galère de dégâts des eaux, galère de santé, galère de machin, galère de trucs, galère de choses. Donc oui, effectivement, j'ai augmenté mes revenus, mais j'ai également d'autant plus augmenté mes dépenses. C'est ça. Y compris des dépenses, bien évidemment, pas des dépenses en carré Hermès ou en restaurant. Non. J'aurais bien voulu, franchement, j'aurais bien préféré, mais non, malheureusement, non. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose il faut le rendre conscient, parce qu'on ne change pas ce qu'on ne sait pas. Encore une fois, on ne change pas, soyons mal entendus. Je suis d'accord. Honnêtement, ça m'avait vraiment bluffé parce que j'en aurais... Franchement, je ne savais même pas d'où ça venait. Et pourtant, je suis quand même dans le métier. J'aurais pu à me dire, il y a un truc qui ne va pas, mais jamais j'aurais cru que c'était un thermostat comme ça financier qui fait que mon inconscient me dit, bon, écoute... Alors, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, j'ai remarqué une autre forme de thermostat financier. Sur l'un de mes comptes, j'avais un niveau. Dès que je l'atteignais, par exemple, dès que je passais un solde à 4 chiffres, en fait, je perdais tout. C'est-à-dire que, alors, c'est vrai que j'avais plusieurs comptes. C'était un compte qui était, je ne sais même plus à quoi il était dédié, mais je te jure, à 990 €, tout va bien. Mais si je passe à 1005, là, tout d'un coup, la semaine d'après, je suis descendu à 100. Ça tombe tout seul. Et je me suis dit, il y a certains collègues qui parlent de plafond de verre. Et je me suis dit, mais s'il y a un plafond de verre, je dois pouvoir installer un plancher de verre. Et figure-toi que ça m'a demandé beaucoup de recherche, beaucoup de pratique, mais j'ai finalement trouvé comment installer justement un plancher de verre. Et je te jure, je m'amuse avec ça, parce que sur ce même compte, parce que sinon c'est pas drôle, sur ce même compte, j'ai installé un plancher de verre. Et du coup, aujourd'hui, quand le solde descend en dessous de 1000, il remonte tout seul. Et j'en suis à me dire, mais d'où sort cet argent en fait ? Pourquoi c'est quoi ? Je reçois. Tu sais, j'ai laissé les notifications sur mon téléphone parce que j'aime bien ce genre de notifications. Les notifications Facebook, machin, on s'en fout. Mais la notification qui te dit, vous avez reçu un virement de temps, c'est intéressant. Ça, c'est génial. Et effectivement, combien de fois aujourd'hui je me dis, mais d'où sort cet argent ? Et pourtant, je suis très bon en compta. Hein. Je suis relativement. Je suis pas si bordélique que ça. Je suis assez organisé en fait dans mon truc, mais j'en suis encore à me dire, mais d'où ça sort cette histoire ? Et le fait est qu'effectivement, comme on peut avoir un thermostat en termes de plafond,
on peut avoir aussi un thermostat en termes de plancher. Alors justement, parlant de plancher, est-ce que y a des choses qui sont des techniques des techniques pour justement avoir ce fameux plancher, parce qu'il y en a marre des plafonds. Alors j'ai envie de dire déjà l'hypnose fonctionne déjà très bien là-dessus. J'utilise également des intégrations. Alors, le principe de la science de l'information, c'est quand même très particulier, la science de l'information. Ce sont des technologies, en fait, qui sont très efficientes, mais très, très, très pointues. Ça demande effectivement un certain déconditionnement. Donc, j'utilise des intégrations que j'ai empruntées à certaines disciplines, comme la kinésiologie, le brain gym, Psychka. Alors, on dit Psychka en français ou Psyche. L'EFT aussi, ça fonctionne également là-dessus. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que l'outil ne fait pas la thérapie. Ouais, c'est ça. C'est la posture qui fait la thérapie. C'est la posture. Ouais, parce que dans la science de l'information, tu sais, c'est un peu comme dans les sciences occultes ou dans la physique quantique, tout simplement. L'expérimentateur a une place dans l'expérience. Mais à l'inverse, l'expérience a une place dans l'expérimentateur. En vrai. Donc, il ne s'agit pas de recopier, de refaire en fait des techniques de façon purement mécanique. Oui. En fait, il s'agit d'adopter une posture, en vrai. Et lorsqu'on a effectivement cette posture en interne, ce qui fait que certaines personnes peuvent ne pas utiliser de support matériel là où d'autres s'en servent, c'est précisément cette capacité que l'on a à avoir la posture. La technologie extérieure, comme la machine, on parle par exemple de biorésonance. La biorésonance, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne effectivement très bien, mais tu as des personnes qui n'ont pas besoin de ça, en fait, en vrai. Et tu as des personnes qui se servent de machines. Les machines, les technologies extérieures, les outils, quels qu'ils soient, sont un peu comme les roues du vélo, en fait. Les roues du vélo, à un moment, tu les enlèves. Les roues, les roues adjacentes qui t'aident à ne pas tomber. En fait. Mais après, tu les enlèves. Et en fait, les outils, c'est pareil. C'est que, si je prends un exemple simple, la cohérence cardiaque ou, par exemple, l'état d'auto-hypnose. À force, en fait, de le faire, on peut entrer, ça vient tout seul. Il suffit d'y penser. Mais aujourd'hui, je n'ai qu'à penser en fait, à me mettre en cohérence cardiaque et je suis en cohérence cardiaque. Ça prend 15 secondes. Hein. Mais pendant des années, il m'a fallu m'entraîner pour précisément avoir ça. Et l'idée, c'est que les techniques thérapeutiques, en fait, c'est pareil, que l'on s'en serve pour soi ou pour les autres. Ce sont des outils, mais l'idée, c'est d'incarner en fait ces outils. Et je trouve que le mot est très fort et le mot est très juste. Si j'incarne l'outil, limite, je peux faire sans l'outil. Parce que je deviens l'outil. Tu deviens l'outil. Complètement. Et c'est pour ça que des personnes peuvent après, je pense qu'on est au bon endroit pour ça. Il y a des personnes, je connais des personnes dans le coin qui peuvent hypnotiser à peu près n'importe qui sans pour autant lui dire « vos paupières sont lourdes ». Tu vois, par exemple... Tu vois, des ruptures de pattern, des trucs comme ça, là, quasi instantanés. J'ai un collègue qui enseigne maintenant alors, comment il appelle ça ? L'hypnomagnétisme. Okay. Où effectivement, on peut hypnotiser, même sans rien dire à la personne. Ah oui, il y a des gens comme ça. Oui. Donc, et ça se fait sans aucune technologie extérieure, sans aucun outil physique. Oui. Et ça, ça requiert, ça exige en fait une posture particulière, une personnalité particulière. Je suis d'accord. Et pour ce qui concerne le rapport à l'argent, et ça fonctionne aussi. Pour ce qui concerne justement le thermostat financier et la modification finalement de notre personnalité, ça fonctionne aussi. D'ailleurs, toutes les formations que je donne, en réalité, je dis que ce ne sont pas des formations, ce sont des initiations. Parce que ce qui m'intéresse, c'est pas tant que les personnes apprennent des choses, mais c'est qu'elles deviennent en fait des personnes. J'apprends, j'enseigne, je transmets des outils qui fonctionnent très bien, mais l'idée, c'est que les personnes, un jour, n'aient plus besoin de l'outil. Parce qu'après, ça roule tout seul. Je veux dire, je n'ai plus besoin de faire des intégrations aujourd'hui pour maintenir ce fameux plancher. Ouais. Il est maintenu tout seul maintenant. Il fonctionne tout seul. Je suis devenu quelqu'un qui a ce plancher-là. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. Et typiquement, je vais donner cet exemple-là parce qu'il est important. Tu sais, quand on parle de plancher, aujourd'hui,
J'ai dit que pendant 20 ans, j'ai vécu avec 1004 et je n'arrivais pas à voir au-delà. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait. C'est-à-dire que cognitivement, tu me donnes 1400 € pour vivre, là, je pète un câble. C'est-à-dire que mais vraiment cognitivement, au-delà de l'aspect purement émotionnel, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas faire. Donc, et je me suis rendu compte, en fait, en traversant cette époque, que j'avais beaucoup de jugements sur des personnes qui disaient qui portaient le discours que je porte aujourd'hui, en se disant ouais, non, moi j'ai besoin de temps pour vivre. Attends, non, tu peux vivre avec moi, je peux vivre avec 1400, donc toi tu peux vivre avec 1400. Mais en fait, non, j'ai croisé des personnes qui me disaient non, à 50 000, je ne m'en sors pas. Et j'avais énormément de critiques envers ces personnes-là, mais ces critiques viennent d'un système, donc d'une configuration du système nerveux et donc d'un système de croyance. Mais si je suis critique envers des personnes qui me disent écoute, à 50 000, je m'en sors pas, en réalité, je ne pourrais jamais devenir quelqu'un qui... T'es déjà allergique Mais clairement, absolument, absolument. C'est une grosse allergie. Et comme finalement, pour mon système nerveux, c'est stressant, la moindre opportunité que j'aurais de gagner 50 000, tu l'as fui comme la peste. Ah, mais vraiment, vraiment. Et c'est là qu'effectivement, on peut voir des personnes à qui on donne on leur envoie des clients, on leur donne des méthodes, on leur met des choses extrêmement simples, elles ne sont pas foutues de les faire. Oui. Alors qu'elles font des choses beaucoup plus complexes que ça. Donc l'idée est véritablement de faire un voyage dans les profondeurs et d'adapter sa personnalité, et encore une fois, j'insiste, son système nerveux de façon biologique, en fait, à la personnalité d'un thérapeute prospère. Génial, je te remercie, c'était vraiment très très riche. Voilà, s'il y a des gens, des auditeurs justement qui voudront être accompagnés par toi, Roméo, coach intuitif, vous allez le trouver partout. Partout. Là pour le coup, oui, là j'ai complètement guéri ma glossophobie, donc vous allez me trouver partout. Il y a juste à taper Roméo Cournal, c'est bon. Absolument. Écoute, merci infiniment Roméo pour ces éclairages, c'est hyper important. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont vraiment apprécier et en tout cas avoir des prises de conscience sur certains points de leur vie professionnelle. Oui. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci infiniment de nous avoir écoutés et à très vite. À très bientôt, au revoir. Au revoir.